En nous donnant l'eau, la nature nous a donné la vie. C'est dans l'eau que se sont formés les premiers éléments d'êtres vivants. C'est aussi de l'eau que sont sortis tous les animaux et les végétaux. Puis, l'homme est arrivé. Il s'est développé, a tout colonisé, et d'invention en invention, de technologie en technologie, notre société est arrivée à banaliser ce bien si précieux, à le transformer en objet de consommation ordinaire que l'on peut utiliser sans aucune précaution. Se soucie-t-on de l'air que l'on respire ? Alors pourquoi se soucier de ce liquide qui coule si facilement de nos robinets ? J'ai soif, je bois. Ma voiture est sale, je la lave. Mon potager et mes fleurs souffrent de la chaleur, je les arrose. C'est aussi simple que cela. Ces habitudes nous ont fait oublier que l'eau n'est pas inépuisable. Pendant des siècles, nous avons cru que nous étions les maîtres de la nature, que nous pouvions la modeler à notre guise. Nous avons tout simplement oublié l'extraordinaire pouvoir créateur de l'eau, qui sait aussi bien modeler un paysage que le ravager dramatiquement. En utilisant l'eau pour la production d'électricité, nous avons introduit une perturbation majeure dans tous les massifs montagneux. En modifiant le cours d'un torrent, en créant des barrages destinés à l'irrigation ou à la production d'énergie, ce n'est pas qu'un simple paysage que nous transformons, c'est un milieu complet que nous agressons et que nous risquons de détruire. Il n'est pas trop tard pour renverser la tendance destructrice dans laquelle nous nous trouvons. À nous de redécouvrir le mystère de l'eau, son fonctionnement, son action sur la nature. Mais n'oublions jamais que la majorité des agressions que nous faisons subir à notre environnement ne sont pas le fait de malveillance ou d'actes volontaires, même si parfois ils existent. Cela vient surtout de notre méconnaissance. L'ignorance des lois de la nature a souvent transformé d'honnêtes hommes en destructeurs inconscients de leur environnement. Et qui, mieux que la montagne, peut nous offrir cette compréhension du pouvoir créateur de l'eau ? La montagne la connaît sous toutes ses formes. Neige, glace, eau courante ou stagnante, vapeur, rosée matinale et même source d'eau chaude bienfaisante pour tous. Elles sont belles, nos Pyrénées. Exigeantes, certes, mais comme toute montagne, il faut les mériter. Elles abritent une biodiversité animale et végétale d'une incroyable richesse.
qu'il est bon de s'y ressourcer, de savourer le bruissement d'un ruisseau, de profiter de la fraîcheur d'un lac, de pêcher le long des torrents, de contempler ces sublimes paysages façonnés par la nature de l'eau au fil des millénaires. Au cours de son cycle sur la Terre, l'eau passe par les 3 phases: évaporation, condensation et précipitation. L'évaporation se fait au niveau de tous les milieux naturels: océans, forêts, végétaux. La condensation se fait grâce à de petites particules en suspension dans l'air, autour desquelles la vapeur se condense en gouttelettes, ce qui donne les belles traînées blanches à l'arrière de nos avions. Puis, l'eau passe à l'état liquide ou solide et se déverse sur la Terre sous la forme de pluie, de grêle ou de neige, selon la saison, l'altitude, la localisation géographique. L'eau est un facteur essentiel à l'équilibre de la chaleur à la surface de la Terre. Bien entendu, en montagne, les différences d'altitude, de température ambiante et de qualité des sols modifient l'état de l'eau et son action sur son environnement. À chaque altitude correspond un étage. L'étage nival en montagne est le pays des neiges éternelles. C'est un milieu particulièrement hostile dans lequel l'homme ne pourrait pas vivre et où les mammifères n'y font que d'exceptionnelles incursions. L'étage nival, c'est l'altitude à laquelle un manteau neigeux persiste, soit sous forme de névé, soit sous forme de glacier. L'histoire glaciaire récente dans les Pyrénées touche à sa fin. L'étage nival existe, mais on ne trouve plus que quelques reliquats de glaciers. Ceci explique que les derniers glaciers pyrénéens sont condamnés à disparaître. La masse glaciaire n'est plus assez importante pour maintenir un froid suffisant afin que la neige qui s'accumule en hiver ne puisse fondre rapidement en été. Le réchauffement climatique que nous connaissons ne fait qu'accentuer cette tendance naturelle. Et l'on peut dire que, en l'absence d'une évolution de notre climat vers des hivers particulièrement rigoureux, nos glaciers sont destinés à disparaître. C'est irrémédiable. L'action érosive des glaciers nous permet de reconnaître des paysages. Ce sont des cirques glaciaires. Les canyons que nous avons dans les Pyrénées se sont formés grâce à l'érosion de l'eau et à la dissolution du calcaire qui est la roche dominante dans les Pyrénées, ce qui lui donne la verticalité de ses parois et le caractère spectaculaire de ce canyon. Sous l'action du soleil, une partie de la neige va fondre et par ruissellement constituer les filets d'eau que l'on voit déboucher à la sortie des névés. C'est une eau extrêmement froide, très peu minéralisée. En suivant la pente, les fins ruisseaux issus des névés se retrouvent et s'unissent. Le torrent est né. L'eau, ici, n'est plus figée les 3/4 de l'année. En ruisselant, l'eau entraîne de minuscules particules de roche, faisant apparaître la terre, qui va rendre possible l'implantation de végétaux qui eux-mêmes hébergeront des animaux. Ce qui caractérise l'étage alpin, ce sont des températures encore extrêmement basses, et le fait que rochers et éboulis occupent presque tout l'espace. Ceci explique l'absence de presque tous les arbres,
en tout cas l'absence totale de forêt. La grande différence avec l'étage nival vient du fait que les cours d'eau vont être plus rapidement déneigés. Et avec la lumière et des températures plus clémentes, des algues vont pouvoir se développer sur le lit des cours d'eau et finir par faire des couvertures assez importantes. Ces algues vont être consommées par de la faune, une faune qui ne vit que dans les eaux très froides. La végétation de l'étage alpin est composée de différents groupements spécifiques d'espèces. Il y a des groupements de pelouses, ceux de rochers fixes, et également ceux des bouliers instables qui créent différents milieux. Sur les versants exposés au sud, la fonte des neiges sera plus précoce, mais les grandes différences de température entre jour et nuit vont faire que l'eau se prendra en glace, ce qui affectera le sol proprement dit et générera une couverture végétale particulière sous forme de gradins ou de banquettes, avec en particulier la présence du gyspète, une plante dite endémique des Pyrénées, c'est-à-dire que l'on ne trouve que dans les Pyrénées. Dans des milieux plus enneigés d'exposition nord, on trouvera des pelouses beaucoup plus denses. À côté de cela, dans les formations de rocailles, on observe des végétaux de petite taille, qui constituent des milieux extrêmement riches en espèces diverses. Cet étage sert aussi de garde-manger pour les grands herbivores comme l'isard. La marmotte, réintroduite dans les Pyrénées depuis les Alpes, est aussi présente à ces altitudes et elle profite de la profusion de graminées pour faire ses réserves de graisse pour l'hiver. Nous sommes à l'étage des torrents puissants. Des landes, des étendues de rhododendrons, des pelouses et des forêts. C'est le royaume du pin accroché, caractéristique de l'étage subalpin. Cette richesse floristique est favorisée par une augmentation des températures, une plus grande fluidité de l'eau qui s'écoule sur un sol enrichi par la décomposition de la matière vivante et qui favorise la croissance des plantes. Même en milieu difficile, comme dans les rocailles, la vie peut se développer avec une étonnante faculté d'adaptation. Mais la vedette incontestée de cet étage est le torrent. Véritable sculpteur de la montagne, il charrie sable, gravier, galets, déplace blocs et rochers à l'occasion de crues dévastatrices à la fonte des neiges ou lors d'orages. Il transporte également des produits végétaux qui s'accumulent sous les pierres en quantité surprenante. Quand on parle de faune aquatique, on pense toujours aux poissons, mais en étant très observateur, on peut remarquer la présence d'une microfaune. Ce monde très froid est profondément perturbé et instable, successivement couvert de neige et déneigé, soumis à de brusques variations de débit avec des remaniements constants du fond et des berges, le torrent est néanmoins le siège d'une vie végétale et animale intense. Algues,
vers, petits crustacés, larves et nymphes d'insectes particulièrement abondantes, à laquelle il faut ajouter les bactéries invisibles à l'œil nu. Comment ne pas s'étonner de la richesse et de la diversité de ces organismes capables de peupler un environnement aussi changeant et extrême. Pour les animaux, ce sont plusieurs centaines à plusieurs milliers d'individus au mètre carré qui vivent en permanence dans le torrent. C'est par milliards que se comptent les algues qui recouvrent galets et blocs d'une fine couche gélatineuse. Comment se douter qu'une telle abondance de vie se trouve dans nos cours d'eau ? La multitude d'organismes dont l'action est essentielle à la vie de la rivière forme un ensemble cohérent qui permet au système de fonctionner correctement. Le principal problème de ces organismes, qui en général ne vivent que dans des eaux froides, est de survivre aux conditions d'écoulement. Ils luttent contre la force du courant, d'abord par leur comportement. Ils s'abritent, se réfugient dans les zones les moins perturbées, sous les galets et dans les anfractuosités des rochers, grâce à leur petite taille et leur forme souvent cylindrique. Certaines espèces ont développé des adaptations plus spécifiques, griffes, ventouses, qui leur permettent de s'accrocher et de résister au courant. Malgré cela, un grand nombre d'individus est entraîné vers l'aval à la moindre variation du courant. On appelle cela la dérive. Le plus remarquable chez ces organismes, c'est qu'ils profitent des ressources du moment, nourriture et habitat, transformant leur métabolisme en fonction des variations du milieu. Ils vivent dans l'eau, à l'état de larves, à certaines saisons, où la consommation de particules végétales est possible, et au moment où la ressource est la plus faible, ils se transforment et émergent sous la forme adulte qui va pondre à son tour sur ce cours d'eau, souvent un peu plus en amont de la rivière, parfois même sur un cours d'eau voisin. Mais la vie dans cet étage subalpin ne se limite pas à la rivière. On retrouve cette vie également dans d'autres milieux humides comme les tourbières. Parmi les milieux que l'on rencontre en montagne, la tourbière est sans doute l'un des plus singuliers. Elle se forme dans une dépression à partir d'un ruisseau dont le cours a ralenti. C'est le fruit d'une évolution lente qui dure souvent plusieurs milliers d'années. Dans les milieux acides, on trouve une sorte de mousse, la sphaigne, poussant en continu et qui, en se tassant et en se décomposant, forme la tourbe, cette matière souple et élastique sous les pas. Il suffit de s'arrêter un moment pour contempler la richesse extraordinaire de la faune et de la flore des tourbières. On y trouve des plantes étonnantes, telles que la drosera, une plante carnivore qui capture des insectes qu'elle laisse se décomposer dans ses feuilles. La linaigrette, qui forme des petites touffes cotonneuses. La diversité animale n'est pas en reste. On peut y observer un grand nombre d'insectes. Les libellules, des papillons, ainsi que grenouilles, tritons, serpents, qui se plaisent dans ce milieu hérité des périodes anciennes.
De nombreuses tourbières ont commencé à se former il y a environ 11 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. D'autres sont plus récentes, mais toutes constituent des milieux fragiles qu'il convient de préserver car ce sont de véritables enregistrements de notre passé. À cet étage, lorsqu'on s'émerveille devant ces magnifiques paysages, on aurait tendance à penser qu'ils représentent encore des espaces sauvages et originels. En réalité, depuis à peu près 4500 ans, l'homme et ses troupeaux ont colonisé le milieu pyrénéen. Dès cette période, l'abattage des arbres, les brûlis et les pâturages vont modifier l'allure même de la couverture végétale. Les plantes les plus résistantes et les plus colonisatrices, comme les pins à crochets, vont dominer les autres espèces. Pendant des millénaires, les troupeaux ont eu un rôle essentiel sur l'organisation des pelouses. La durée de piétinement, celle du broutage et la fréquence de l'utilisation du milieu conduisent au développement d'autres végétaux, constituant des groupements qui ne sont plus strictement naturels. À partir de maintenant, ces groupements végétaux sont créés artificiellement et sont directement liés à l'action permanente de l'homme. Le ruissellement issu de la fonte des neiges que nous avons observé à l'étage nival, qui s'est transformé en torrent à l'étage alpin puis subalpin, est maintenant devenu une véritable rivière qui descend les pentes plus douces de cet étage montagnard. La rivière devient source de vie particulière dans le paysage et favorise une véritable explosion de flore et de faune, comme les truites, escargots aquatiques, moules d'eau douce, écrevisses à pattes blanches. Parmi les animaux qui vivent dans ces cours d'eau, il y en a deux qui sont particulièrement singulières et emblématiques de nos montagnes, malgré leur discrétion. Tout d'abord, le procte des Pyrénées, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Cet amphibien à la forme d'un lézard vit dans les torrents, caché sous les cailloux. Il était probablement présent à l'époque des dinosaures. Il se nourrit de la petite faune vivant sur le fond des ruisseaux, non pollués. C'est un excellent indicateur de la qualité des eaux des montagnes pyrénéennes. Mais hélas, comme beaucoup de ses cousins, les salamandres et les grenouilles, il est menacé par les activités humaines. S'il est une espèce mondialement méconnue, mais tellement fascinante, c'est bien le dessement des Pyrénées. Considéré comme vulnérable au niveau mondial, il est protégé intégralement par la loi française. Ce petit mammifère insectivore de la famille des taupes est semi-aquatique. Ce qui frappe en premier lieu, c'est sa trompe ornée de nombreux poils et se terminant par deux larges narines ouvertes sur le dessus. Cet organe lui permet de repérer ses proies. Cette petite boule de poils si élégante dans l'eau est sensible aux modifications qui peuvent intervenir et altérer les torrents dans lesquels elle vit. Dès sa source, le cours d'eau développe un véritable lien avec son environnement terrestre. Un cours d'eau est vivant, non seulement par le mouvement et la richesse qu'il convoit, mais aussi par les habitats particuliers qu'il génère en dehors du chenal lui-même. C'est la zone riveraine
indissociable de la rivière et nécessaire aux échanges terre-eau. On reconnaît immédiatement cette zone car elle génère une végétation particulière au sein de la mosaïque d'habitats créée par l'activité du cours d'eau. Érosion, sédimentation. C'est un ruban vert qui, dans nos régions, est d'autant plus apparent qu'il est souvent contraint, parfois confiné, par les activités humaines à une simple ligne d'arbres. Une particularité de ce milieu est sa capacité à accueillir des espèces d'origines étrangères, introduites accidentellement ou volontairement, comme l'arbre papillon, la renouée du Japon ou la balsamine de l'Himalaya en montagne. Certaines espèces se sont si bien implantées, et depuis si longtemps, elles ont une influence tellement forte sur le milieu qu'il serait désormais vain de vouloir les éradiquer. Il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle biodiversité, en gardant en mémoire qu'il faut absolument protéger ces corridors dans un état proche des origines. Les fonctions écologiques qu'ils assurent, par exemple pour l'épuration des eaux, et leur biodiversité exceptionnelle caractérisent ces écosystèmes. Même s'ils sont peu productifs d'un point de vue économique, parfois insalubres, ces corridors doivent acquérir le statut d'écosystème utile du point de vue patrimonial et environnemental. Dès que l'on arrive dans des secteurs où une végétation arborée persiste le long des cours d'eau, que cela soit une forêt ou plus en aval, un boisement riverain, cette végétation crée un fort ombrage qui empêche la végétation aquatique de se développer, parce que la lumière ne pénètre pas ou pénètre mal. C'est donc tout ce qui tombe dans la rivière, insectes, feuilles mortes, débris d'écorce et de bois, tout ce qui est végétal, et que l'on appelle la litière qui va composer la principale ressource en nourriture. Cette litière terrestre est essentielle à tout l'écosystème aquatique, car elle est la base de plus de 90% de l'alimentation de tout ce qui vit dans une rivière forestière. Une coupe forestière qui supprimerait tous les arbres, y compris les arbres qui surplombent le cours d'eau, entraînerait une disparition totale de la ressource. Donc un bouleversement, une modification intégrale des communautés présentes dans ces cours d'eau. À défaut de forêt, la conservation d'un rideau d'arbres d'essences différentes à proximité d'une rivière est essentielle pour maintenir l'ensemble des organismes et micro-organismes qui constituent le patrimoine biologique de la rivière. La diversité est un gage de qualité. Un système simple est un système fragile, qui n'a pas les moyens de se défendre contre les agressions qu'il pourrait subir. Un lac, ce n'est pas simplement de l'eau avec quelques poissons. C'est tout un système très complexe qui fonctionne avec des bactéries, des algues, des invertébrés qui se côtoient, se nourrissent les uns des autres et ainsi assurent un équilibre naturel d'échange de matière. La bioturbation désigne l'ensemble des activités des organismes qui vivent à la surface ou à l'intérieur des sédiments, comme le creusement des terriers et l'irrigation des galeries, la recherche de nourriture ou la création de sillons à la surface des sédiments. En remuant ces sédiments en profondeur, la bioturbation a un triple effet. Un effet chimique sur les nitrates, les phosphates ou le fer, un effet biologique sur le fonctionnement de bactéries, d'algues ou de champignons. Enfin, un effet écologique, puisqu'elle modifie la distribution des éléments qui contaminent l'écosystème aquatique. Comme il est difficile de filmer cette bioturbation dans un site réel, nous l'avons reconstituée en laboratoire avec ces vers qui ingèrent le sédiment en profondeur et le rejettent en surface sous forme de pelote fécale. Ils vivent dans le sédiment, la tête en bas et la queue qui dépasse. C'est par cette extrémité qu'ils peuvent respirer. Dans cette expérience,
on voit que la couche de traceurs colorés déposée à la surface du sédiment est progressivement recouverte par une couche de pelote fécale de plus en plus épaisse. Cet étage montagnard est aussi marqué par la présence constante de l'homme. Les éleveurs, les exploitants de bois ont défriché la forêt, modifié les rapports entre différentes espèces, notamment entre le sapin et le hêtre, imposé la présence d'arbres économiquement rentables. On crée des pâturages pour y nourrir les bovins et ovins qu'ils élèvent. À cela s'ajoutent des granges, des villages avec leurs routes d'accès, des abreuvoirs pour le bétail. La disparition presque complète des grands prédateurs. Ours, loups. Ce qui crée un déséquilibre dans la population des animaux sauvages. Cerfs, chevreuils, sangliers. Là devient visible le poids que la société des hommes, avec ses besoins légitimes, fait peser sur une nature qui est de plus en plus menacée. Il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles relations à la nature, qu'il faut absolument protéger. Mais préserver ces milieux, c'est avant tout préserver leur dynamique et les processus écologiques qui les génèrent, même si cela va parfois à l'encontre des exigences de la société. Terrains constructibles ou cultivables, sécurité des promeneurs, routes rendant les sites touristiques plus accessibles. C'est une réflexion dont nous ne pouvons pas nous passer pour réaliser nos choix de société. Cette confrontation avec les activités humaines s'avère d'autant plus prenante lorsque nous abordons l'étage suivant, l'étage collinéen, le plus fortement colonisé par l'homme, celui où on retrouve la plus forte pression sur les ressources naturelles. Pour des raisons évidentes et légitimes d'hygiène, de confort, de développement, d'emploi, de loisirs et de bien-être, la société humaine a été amenée à prélever, canaliser, dompter, domestiquer l'eau. La nature n'est plus considérée comme une compagne nécessaire à notre vie, elle est devenue un outil de développement, de satisfaction de nos désirs. Après avoir bétonné les sols, surexploité les terres au point d'avoir besoin de recourir à des plantes transgéniques et à une utilisation toujours plus grande d'engrais chimiques et de pesticides, l'homme commence à se rendre compte des dangers qu'il fait courir à son environnement. L'irrigation massive des terres cultivées, à partir de pompages dans les fleuves, rivières et nappes, épuise ou endommage les ressources en eau dont nous avons impérativement besoin pour vivre. Pour quelques kilowatts de plus, les hydroélectriciens opèrent des lâchers d'eau qui ravagent le lit des torrents et perturbent toute la vie animale et végétale. Rares sont les torrents épargnés dans les Pyrénées.
nous avons usé et abusé des ressources que la Terre met à notre disposition, et nous continuons à le faire. La difficulté que nous avons à gérer notre consommation et la ressource disponible, les besoins de plus en plus grands d'épuration des déchets humains que la nature ne peut plus assumer seule, tout ceci nous contraint à réviser nos attitudes, nos habitudes et notre conception de cette ressource naturelle, créatrice de vie et dont nous dépendons totalement. Une prise de conscience commence à émerger. En Andorre, les impératifs du développement touristique, la première richesse du pays, ont depuis longtemps perturbé profondément et durablement les milieux aquatiques. Les têtes de bassin se trouvent juste en dessous des sources et sont soumises aux effets des stations de ski. Les rivières sont canalisées. Les eaux ne sont pas épurées. Comme il était indispensable de choisir entre une urbanisation massive et incontrôlée et la nécessaire préservation de ce patrimoine exceptionnel, des initiatives ont été prises. Des stations d'épuration modernes se mettent en place. Elles traitent non seulement les eaux usées des grandes villes, mais aussi les graisses des restaurants et toutes les fosses septiques du pays. Ces rejets, issus de la population et du tourisme très important en Andorre, sont ainsi traités et ne sont plus directement déversés dans les rivières et transportés chez leurs voisins espagnols et français. En France, nous avons développé une politique de préservation et de protection de la ressource en eau. À partir de redevances versées par les préleveurs d'eau et ceux qui la polluent, l'Agence de l'eau aide les entreprises, les agriculteurs, les collectivités locales à mettre en place des dispositifs d'assainissement permettant de restituer dans la nature une eau suffisamment épurée, tout en prenant en compte les nécessités du développement économique, les besoins en approvisionnement et en distribution de la ressource. Le monde de l'agriculture, le premier responsable de pollution par les nitrates, lui aussi fait des efforts. Des agriculteurs dont les champs sont à proximité d'une rivière sacrifient une bande de terre qu'ils laissent en végétation sauvage. Cette bande, dite enherbée, épure une partie des pollutions du champ avant qu'elles n'atteignent la rivière. Les syndicats mixtes départementaux d'eau et d'assainissement, qui s'occupent entre autres de la création et de la réparation des captages d'eau potable nécessaires aux communes, mettent en place pour ces zones de captage les périmètres de protection rapprochés, soigneusement clôturés, accessibles aux seuls responsables du service des eaux. Ils assurent également l'amélioration de la qualité et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable. Par souci de protection, des municipalités n'hésitent pas à innover avec des stations d'épuration utilisant des plantes comme les massettes ou les roseaux. Les effluents sont déversés sur des couches filtrantes où elles se décantent lentement. Ce sont les bactéries qui sont dans le lit de sable qui font l'épuration bien plus que les plantes qui, elles, nourrissent les bactéries. Pas de traitement chimique, la nature assure seule le traitement des eaux usées. Les sociétés de pêche ont tiré les leçons des erreurs commises dans le passé. Alevinage systématique, et au bout de 3 ans, il ne restait plus qu'un seul poisson réintroduit artificiellement. Tentative d'implantation d'espèces nouvelles, comme le saumon de fontaine ou la truite arc-en-ciel, qui ont failli éradiquer la truite fario, espèce autochtone et caractéristique des torrents pyrénéens. Certains sites sont maintenant entièrement voués à l'action unique de la nature. C'est la gestion patrimoniale qui consiste à n'introduire aucun poisson. Aujourd'hui, à la suite d'une directive européenne, un inventaire plus ou moins exhaustif du peuplement des rivières peut être réalisé grâce à la pêche électrique. Celle-ci consiste à faire passer un courant dans le cours d'eau, ce qui a pour effet d'immobiliser aussitôt tous les poissons et de les rendre facilement prélevables.
Ensuite, les poissons sont pesés, mesurés et déterminés. Puis, dès leur réveil, sont remis à l'eau. Les conclusions s'imposent d'elles-mêmes. Dans les sites choisis, qui sont des emplacements de référence avec peu d'impact des activités humaines, donc peu de pollution et de prélèvement, les populations se régénèrent seules. La nature fait bien son travail. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Les alevins peuvent ainsi naître avec l'esprit de la rivière, la température, la qualité et toutes les caractéristiques de cette eau. C'est comme cela que tous ceux qui s'occupent de la qualité des rivières et de leur peuplement obtiennent les meilleurs résultats. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout en ce qui concerne les pollutions diffuses, celles qui sont générées par des élevages isolés, les petites conserveries, ou par de petites entreprises fortement polluantes comme les pressings ou les garages. Mais les progrès sont sensibles et la volonté politique clairement affichée. L'Agence de l'eau va demander à chaque citoyen de s'exprimer sur des priorités d'action à partir d'un programme qu'elle portera à sa connaissance, afin de toucher le plus largement possible la population. Associer le public à la gestion de l'eau est un fait tout à fait nouveau. Cela permettra aux citoyens de travailler en concertation avec les professionnels du milieu et de participer aux décisions qui seront prises dans la gestion de l'eau. L'eau est le véritable enjeu des prochaines années. L'environnement, c'est l'affaire de tous. Toutes les occasions sont bonnes pour faire un pas vers la protection des eaux. Dans ce domaine, tous les gestes comptent. Chaque fois que notre société évite les agressions que nous faisons subir à notre environnement, la nature reprend ses droits. Elle se régénère et favorise l'éclosion d'une multitude d'espèces animales et végétales. Toute l'eau tombée sur le sol n'est pas consommée par l'homme. Elle ne stagne pas non plus dans les zones humides et marécageuses en surface. Une partie va se perdre dans les mers. Une autre transite temporairement dans les nappes phréatiques. Enfin, une partie s'infiltre dans les fissures du sous-sol et poursuit son chemin en dissolvant la roche pour créer ces véritables cathédrales que sont les cavernes et les grottes.
Si on regarde les quantités disponibles en eau, on se rend compte que les eaux de surface représentent 2% des ressources en eau douce sous forme liquide de la planète, alors que les eaux souterraines, elles, représentent 98% de la ressource. Une cavité comme celle-ci est un vrai livre d'archives. On y retrouve non seulement la puissance de l'eau qui a creusé ce canyon souterrain, mais aussi le travail lent des minuscules gouttes d'eau d'infiltration qui, pendant des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'années, a façonné les concrétions et drapé d'aragonite ces merveilles qui décorent le plafond, le sol et les parois de cette grotte. La qualité de ces eaux souterraines est généralement nettement supérieure à celle des eaux de surface, car elles ont été filtrées par le sol et que les temps de séjour extrêmement importants ont une action bactériologique bienfaisante. Une fois de plus, dans ce milieu hostile qui ne voit jamais le jour et qui a de faibles ressources en nourriture, l'eau accomplit son miracle habituel en permettant la vie à ces créatures étranges. Mais attention, ces milieux sont très fragiles et une pollution par les hydrocarbures peut avoir une durée de vie de 100 à 200 000 ans. L'eau ressort du milieu souterrain et continue sa route de ruisseau en rivière pour aller finir en plaine cette fois-ci. Les petits ruisseaux se sont regroupés en importantes rivières qui alimentent des fleuves plus puissants qui eux-mêmes vont rejoindre la mer. La vie est dans l'eau, qui demeure la composante essentielle des cellules de tout être vivant. Cette biodiversité, cette extraordinaire explosion de toutes les formes de vie, est notre vraie richesse. Bien sûr, l'homme a besoin de sources d'énergie, et l'eau en est une. Il a besoin de développement agricole, qui ne peut pas se faire sans eau. Il a besoin de loisirs, alors rivières, lacs, piscines sont les bienvenus. Il a besoin de s'hydrater et eau du robinet ou eau minérale sont une nécessité absolue. Mais l'homme a toujours considéré que l'eau était un don du ciel dont on peut faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, il est urgent de comprendre que l'eau est une ressource précieuse, fragile, qui peut se raréfier. Nous n'avons pas le droit de la gaspiller et de nuire à sa qualité. Dès aujourd'hui, nous devons tous répondre à la question « Quelle eau voulons-nous et pour quel usage ?» Pour sauver les milieux naturels, sommes-nous prêts à accepter des solutions de restriction ? Devons-nous envisager d'avoir 2 réseaux d'eau, l'un pour la boisson, le second pour les autres nécessités de notre vie ? Les pouvoirs publics, les autorités locales, les associations ne pourront rien faire sans que chacun d'entre nous ne prenne conscience que nous sommes tous responsables de notre environnement. C'est à cette condition, et à cette condition seulement, que nous pourrons assurer la survie de notre planète et transmettre aux prochaines générations un monde dans lequel l'eau sera encore synonyme de vie et d'émerveillement. N'oublions pas que dans certains pays, l'eau est déjà devenue une source de conflits. Sur notre planète Terre, tout est étroitement lié. Si nous continuons à ne pas respecter cette ressource essentielle qu'est l'eau, c'est toute la vie sur Terre que nous mettons en danger. Notre prise de conscience collective, les petits gestes d'économie et de respect de la nature que nous pouvons tous faire sans trop de contraintes,
sont les garants de notre avenir. Et ainsi, nous pourrons encore très longtemps nous extasier devant ces paysages grandioses. Ces fleurs rares aux teintes envoûtantes. Ces animaux surprenants et tellement attachants. Alors, nous pourrons dire que nous aimons notre monde et que celui-ci nous le rend bien.